Au tout début, je veux souligner que nous sommes aujourd'hui en territoire traditionnel Micmac, territoire non concédé. Je pense que c'est tout à fait approprié étant donné la teneur de ma présentation. Écoutez, je vous remercie énormément de vous être déplacé en ce mois de février, en cet hiver finalement très exceptionnel. Euh, Avec ceci autour du cou, je me sens un peu comme Martha Stewart lorsqu'elle est sortie de prison, mais elle, je pense qu'elle l'avait autour de la cheville. J'ai de la sympathie pour elle. Je pourrais m'en débarrasser dans une heure, dans mon cas, je pense. Qui est Molly Muse? Cette œuvre qui est apparue sur la façade de la résidence La France l'été dernier a été à l'origine de plusieurs questions, a provoqué un petit débat que nous avons de temps en temps dans notre société acadienne. Et étant donné que ça avait été peint durant l'été dernier où il y avait beaucoup de gens en vacances, où la résidence La France n'avait pas ses locataires habituels, lorsque Ginette Doucette du comité, que je remercie de l'invitation, m'a invité à faire l'une de ces causeries midi, je lui ai proposé quelques sujets, mais je tenais particulièrement à celui-ci parce que j'y avais participé un peu indirectement. Il y a encore beaucoup de personnes, moi je ne suis pas je devrais l'être, mais je ne suis pas un piéton, donc je prends souvent des taxis. Et pendant quelques mois, après l'apparition de l'œuvre, les chauffeurs de taxi demandaient toujours qui elle est, who's that, et ils avaient toujours beaucoup d'intérêt quand je commençais à raconter un peu l'histoire et qui elle était, et un peu pourquoi l'université avait aussi choisi, en ces temps de réconciliation, une œuvre représentant une Amérindienne, une Mi'kmaq, de la Nouvelle-Écosse pour l'un des édifices du campus. On va commencer avec... D'abord, le contexte de la création. On a à Moncton, depuis quelques années, plusieurs festivals durant l'été, dont certains mettent l'accent sur les arts, la production culturelle, une espèce de gentrification également de certains espaces de la ville, c'est-à-dire soit les rendre un peu plus habitables par des œuvres d'art public. C'est le cas du Festival Inspire, un festival bilingue qui existe depuis 2014. Et dans ce cadre de ce festival, les institutions, les propriétaires d'immeubles qui choisissent de participer vont accepter de recevoir quelques propositions des artistes et choisir dans les propositions soumises. Grosso modo, c'est le contexte de production. Lorsque l'université a reçu ces différentes propositions, la directrice des relations universitaires, Madame Linda Schofield, que je salue, m'a demandé si je voulais bien agir comme historien, connaissant un peu de choses sur les relations entre Acadiens et Amérindiens, pour voir qui était Molly Muse finalement, avant de procéder à accepter que l'artiste soit retenu et commence son œuvre. Dans la ville de Moncton, il y avait aussi une dimension. Au départ, moi, personnellement, j'étais contre que l'université participe à un tel événement. Je vais vous dire pourquoi. Dans ma tête, le Festival Inspire, c'était une forme de gentrification. La gentrification, habituellement, c'est qu'on améliore les quartiers d'une ville, on essaie de les retaper pour que les rendre un peu plus agréables. Et je me disais, si on commence à gentrifier les universités, on a un petit problème de définition du concept. Et il faudrait peut-être se poser la question un peu plus, là,
ça, c'était autre chose finalement. En 2017, une bonne partie des œuvres retenues en ville, c'était par hasard des oiseaux, comme celui-ci qu'on peut voir sur la rue Saint-Georges. Qu'est-ce que c'est? Franchement, oui, la technique vraiment, là. Celui-là également, près du bureau de poste sur Saint-Georges. Des oiseaux qui existaient déjà. On en voit déjà en ville. Hein, il y en a un sur le Capitole. Il y en a un que, vu que les arts, c'est quelque chose d'assez personnel également, que j'aime pas du tout, qui est sur l'ancien manoir, résidence des religieuses. Je trouve que là, j'imagine quelque chose qu'on collerait sur Notre-Dame de Paris, absolument pas, mais ça, c'est... Je deviens réactionnaire. Les gens qui me connaissent bien diraient non, Maurice, tu deviens plus réactionnaire en vieillissant. Tu l'étais déjà un peu au départ. L'artiste retenu est un Britannique qui travaille surtout à Berlin. Son nom, c'est Wabs Elder, son nom d'artiste. Il est quelqu'un qui, lorsqu'il a voulu participer au Festival Inspire l'an dernier, est allé sur le web et a cherché des thématiques touchant. Il s'est dit, c'est une grande année au Canada sur la réconciliation, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Il a trouvé cette image de Molly Muse, une vieille amérindienne, qui est un phérotype, c'est-à-dire un type de photographie qui a été précisé, perfectionné à partir du début des années 1850 et qui donne des photos comme si c'était pris hier finalement, d'une clarté, d'une précision vraiment exceptionnelle. Et c'est à partir de cette photo, comme artiste, qu'il a pris la liberté donc de représenter Molly Muse à sa façon. C'est ce qu'on voit sur la façade de la résidence La France. Et c'est ce phérotype on n'a pas ni le nom du photographe, ni la date que ça a été pris. On sait que c'est Molly Muse. La photo originale, le phérotype original appartient à la collection de Parc Canada, la collection de Parc Canada, la petite partie de la collection de Parc Canada qui se situe au lieu historique du Forat à Annapolis-Royal. C'est là où est l'original. Mais sur le web, bien sûr, on la voit très souvent représentée. Plus récemment, on a commencé aussi à mettre des artistes, d'autres personnes ont commencé à mettre de la couleur. C'est, pense-t-on, la plus ancienne représentation photographique d'une femme Mi'kmaq. Donc, on pense que la photo, si on pense que Molly Muse est née vers 1810, la photo serait plutôt prise probablement peut-être dans les années 1880, beaucoup plus que dans les années 1860. Elle est visiblement une vieille femme, une grand-mère, et elle porte ce qu'on voit dans de nombreuses représentations des aquarelles, par exemple, qui ont été faits, des dessins avant l'apparition de la photographie, avant l'apparition du phérotype, de la fin du 18e siècle, dans la première moitié du 19e. On a de très nombreuses représentations d'Amérindiens Mi'kmaq au maritime, mais où les femmes portent beaucoup plus souvent qu'autrement ce genre de bonnet un peu pointu, richement travaillé habituellement avec des perles, avec aussi l'un des produits préférés de l'artisanat ou de l'art Mi'kmaq selon votre regard, les aiguilles des porc-épics, et c'est vraiment il y a des bonnets très richement décorés. C'est une forme d'habit traditionnel que les femmes Mi'kmaq ont adopté après la rencontre des Blancs. N'ayant pas de tissu avant l'arrivée des Européens, leurs habits auraient été plutôt des peaux de bêtes traités de différentes façons.
comme les hommes, on verra d'autres photos, ils se sont, ils ont adopté une version européenne, mais amérindianisée quelque part de ces habits. On voit encore aujourd'hui dans des habits traditionnels ce type de vêtements. Dans ce cas ici, par exemple, sa robe ou sa grande jupe est soutenue par des bretelles. Ce qu'est la craie. Je suis un homme de craie. Dès que j'ai vu avec Madame Schofield la représentation de l'artiste pour la première fois, je me suis dit, oh wow, si c'est moi, on laisse de côté les autres propositions. On a assez d'oiseaux pour l'instant, là. Je veux dire, ouais, mais un perroquet sur le bord de la résidence La France, je sais pas, ça aurait donné un genre de pina colada song. Ceci, plus sérieusement, dans le contexte de la réconciliation, est une femme qui regarde, son regard, à mon avis, interroge. Lorsque l'artiste était en train de produire l'œuvre, il a reçu la visite de certains membres de la famille éloignée de Molly Muse qui s'était venue de la Nouvelle-Écosse. Ils ont parlé avec lui, il y a eu des pleurs, il y a eu des visiteurs qui sont arrêtés, qui ont sorti de leur voiture pour aller lui parler également, comme je disais, par curiosité. L'université aussi, avant d'aller de l'avant, m'a demandé de consulter les Amérindiens, les leaders amérindiens de la région, pour être certain, parce qu'on avait aussi euh, pas une crainte, mais il fallait faire attention aussi de ne pas tomber dans un autre débat qui est celui de l'appropriation culturelle. Okay? Donc, j'ai contacté la chef de la communauté Mi'kmaq de Fort Foley, qui est près de Beaumont, hein, la belle église de Beaumont. Donc, les Amérindiens sont présents là depuis très longtemps. Elle, je lui ai parlé assez longuement, à plusieurs reprises. Elle a consulté des gens de sa communauté. Eux ne voyaient pas de problème, voyant que c'était une œuvre d'art inspirée d'eux dans un contexte particulier. Ça n'avait pas non plus la prétention de dire voici ce qu'est une femme Mi'kmaq à l'époque ou aujourd'hui, ce n'était pas ça le discours. J'ai également consulté le directeur de la Indian Federation of New Brunswick, qui était très ouvert également. Il a consulté d'autres chefs, d'autres membres influents des différentes associations amérindiennes du Nouveau-Brunswick pour dire oui, allez de l'avant avec ça. Au contraire, ça va permettre, espérons-le, d'élargir le débat, d'autres personnes puissent commencer à se poser des questions, surtout que sa situation-là, elle est quand même immanquable avec l'autoroute, donc ça fait jaser. On a eu un mini débat, faut pas se le cacher, sur pourquoi c'était pas un Acadien ou une Acadienne. À plusieurs reprises, j'ai répété que dans les sélections soumises, il n'y avait pas d'Antonine Maillet stylisée ou de Louis Robichaud, et qu'il peut-être à un moment donné aussi que même si on est une université qui est en Acadie, ça ne veut pas dire qu'on va manger de l'Acadie matin, midi et soir, et qu'on peut s'ouvrir également. Je reviendrai plus tard sur cette ouverture ou cet engagement du débat dans le terme de réconciliation, qui a une connotation assez particulière en Acadie, puisque, on peut déjà le dire, les Acadiens, pendant très longtemps dans la société acadienne, ont toujours dit, bon, les Amérindiens sont nos amis, les Mi'kmaq sont nos amis, sauf qu'on ne leur parle pas. Donc, c'est des drôles d'amis, en quelque part. C'est peut-être ça qu'on est resté très près pendant quelques siècles, c'est qu'on ne s'est pas vraiment voisiné. Et en quelque part, il y a un mythe là-dedans qu'il faut faire éclater si on veut réellement avoir des échanges adultes avec des voisins qui sont très majoritairement anglophones. On a eu des demandes sur la page. Je remercie Nathalie Richard. En quelques. Elle est sortie, ok, je m'en sens dit, ok, qui a pris soin de ça. Pourquoi vous ne le faites pas en anglais? Pourquoi vous n'avez pas invité la famille de Molly Muse? Mais ce n'est pas ce type de présentation et je le faisais en français, pas dans les deux langues. Molly Muse, donc, elle est
Il serait né en 1810. Bear River en Nouvelle-Écosse est une... Faut pas que je le touche, hein? Oui, je l'avais, on était... je veux vous informer que j'ai laissé aller mon pigeon voyageur, là, que je suis rendu au courriel maintenant, là. Elle est originaire de l'Isikut, qui est le mot amérindien Mi'kmaq pour désigner le Bear River des Mi'kmaq. Il y a deux comme Bear River en Nouvelle-Écosse. Il y a une communauté blanche. Je suis pire qu'un enfant. Et la communauté Mi'kmaq. Petite communauté où presque tout le monde dans la communauté sont des Mews. Parce que l'équivalent d'une gang de Leblanc, là, qui se sont intermariés dans cette famille depuis plusieurs générations. C'est près d'Annapolis Royal, c'est près de Digby. Ça, la particularité dans l'histoire de l'Acadie, elle en particulier, puis sa famille, d'appartenir au groupe historique des Mi'kmaq qui ont fait la rencontre avec Champlain et de Monts en 1605 lorsque les Français se sont installés à Port-Royal et ont fait la rencontre avec le chef Membertou. Il est historiquement, lui aussi, de ce groupe-là. Il y a des Mi'kmaq ailleurs, bien sûr, au maritime, mais il fait partie du groupe qui était présent dans cette région. De par son nom, qui est particulier également et qui est très présent dans la communauté, dans les villages ou les communautés amérindiennes de la Nouvelle-Écosse, elle est descendante, comme beaucoup d'Amérindiens, entre autres d'un ancêtre blanc. Elle est descendante de Philippe Mius d'Entremont. Je salue Madame d'Entremont, qui est descendante également du premier baron de Popnico, l'une des plus anciennes familles d'origine française installées en Acadie. Philippe Mius d'Entremont et son épouse Madeleine Elie, ce sont la recherche de Stephen White, ont eu plusieurs enfants et un de leurs enfants, prénommé également Philippe, a épousé une Amérindienne avec qui il a eu des enfants et les enfants de ces enfants ont commencé à garder ce contact, ces relations avec les Amérindiens, donnant naissance bien sûr à des enfants métis. Personnellement, comme historien, je ne vois pas encore de communauté métisse, ce qui est deux mondes différents. Hein? Trois familles ne forment pas une communauté, une culture en soi. Et eux, au lieu du nom d'Entremont, ils ont gardé le nom de Mews, de différentes appellations en anglais. En Nouvelle-Écosse, donc, aujourd'hui, vous avez des d'Entremont, entre autres, à Pobnico, toujours à Pobnico, qui est leur village depuis les années 1650, l'un des rares villages acadiens à revoir le jour après le grand dérangement avec la même famille qui était là avant, déportés au Massachusetts. Ils sont retournés là après. C'est quand même exceptionnel, même dans l'histoire du Canada, si on parle du peuplement d'origine européenne. Eux ont gardé le nom d'Entremont. Beaucoup des descendants de Philippe fils a pris donc ce nom de Mius. Éventuellement, ils sont intégrés dans la communauté amérindienne Mi'kmaq, considérés comme des Mi'kmaq, et on a aussi dans cette communauté des gens qui portent le nom de Doucet, par exemple, de Como, qui sont considérés comme des Mi'kmaq, même si leur nom de famille est d'origine acadienne. Aujourd'hui, il y a un peu plus de confusion dans ce domaine-là. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. On était soit blanc ou, prêtez-moi l'expression qu'on avait quand moi je grandissais, sauvage. Hein? On ne parlait pas de gens du milieu, de métis ou de gens de ce qu'on pourrait appeler, comme on appelait à l'époque, de sang mêlé. C'était deux communautés, du moins dans le discours populaire. Ce qui explique le nom de famille de Molly Mews. Elle est recensée en 1832 dans un recensement qui a été fait à Bear River, dans le village Mi'kmaq de Bear River, et on la voit ici, Molly. Elle est la fille de Joseph Mews et de Nancy Magalash, deux Amérindiens, parents
du chef Andrew James Muse. Les Muse, une famille des Muse a été chef de cette petite communauté sur plusieurs générations comme un statut de chef héréditaire. Plusieurs d'entre eux, habituellement portant toujours le prénom de Andrew, se sont rendus à Londres pour rencontrer le souverain. C'est une pratique à l'époque du 19e. Plusieurs Amérindiens, dans les chefs, rencontrent des membres de la famille royale et reviennent, et les Amérindiens y tenaient, avec un médaillon assez gros qu'on peut voir dans de nombreuses photos ou peintures que les chefs portent autour du cou et qui représente l'effigie du souverain ou de la souveraine, parce qu'on sait bien que la reine Victoria va régner pendant la plus longue partie de ce 19e siècle. Et les Muses ont cette, je dirais, tradition dans leur famille. On pense, parce qu'il n'y a pas énormément de documentation sur Molly Muse en termes de papier laissé, comme c'est le cas de la grande majorité des Amérindiens. On est chanceux si on fait de la recherche en raison de son appartenance à une plus grande famille qui, elle, de par ces leaders-là, ont laissé un peu plus de documentation. On en connaît un peu plus aussi sur la famille en raison de ce prêtre qui est une représentation de l'abbé Jean Mandé Cigogne. Jean Mandé Cigogne, c'est une œuvre de les... il y a des gens dans la salle qui sont plus âgés que moi, j'aime toujours ça. Maintenant, je trouve que partout ce que je fais, souvent, je suis le plus âgé dans le groupe, ça fait que ici, je peux me venger. Ça a été fait par le père Maurice Leblanc, hein, un ancien du collège, qui a enseigné au collège de Bathurst, qui était à l'Université Sainte-Anne, un homme très impliqué dans la culture et très intéressé à l'histoire de Jean Mandé Cigogne. Jean Mandé Cigogne, c'est un prêtre français qui a fui la Révolution française. On les appelait les prêtres réfractaires, ne voulait pas prêter serment à la nouvelle constitution civile française du clergé, passe en Angleterre et comme beaucoup de ses collègues, il va venir s'installer aux Maritimes en Acadie, il va s'installer à la baie Sainte-Marie, il va marquer vraiment la baie Sainte-Marie, il y a des monuments sur lui, de nombreux livres et tout ça. Il avait la responsabilité religieuse du petit groupe des Mi'kmaq de la communauté de Bear River, le Bear River Mi'kmaq. Il aurait probablement été, si elle a été baptisée, c'est lui qui l'aurait baptisée. Il était quelqu'un... Vous savez, les missionnaires, à l'époque, les prêtres, s'occupent des Amérindiens non seulement parce que c'est des catholiques, mais l'État provincial leur confie un mandat officiel. Ils sont ce qu'on appelle en anglais, jusqu'à très récemment, les Indian Agents. C'est eux qui reçoivent annuellement l'argent, les fonds que l'État provincial met de côté pour distribuer aux Amérindiens pour les écoles, pour la nourriture, pour les terres, ils en gardent une partie. Donc, en plus de leur fonction religieuse, ils ont aussi une fonction, je dirais, officielle dans la structure gouvernementale qu'on n'a pas beaucoup étudiée. Le hasard a fait que la résidence La France porte le nom d'un autre prêtre, l'abbé François-Xavier Lafrance, ancien responsable des paroisses dans la grande région de Memramcook et de Tracadie. François-Xavier Lafrance, de son vivant, a aussi été un Indian Agent et c'est lui qui avait les relations officielles pour le gouvernement avec les Mi'kmaq de la région de Beaumont. Donc, on est donné son nom à un édifice qui, par le fait du hasard, maintenant a une représentation d'une Amérindienne Mi'kmaq. C'est, dans ce cas-ci, un hasard, un heureux hasard, je pense. Je n'entrerai pas dans les débats parce qu'il ne faut pas cacher non plus que ces prêtres ont été également non seulement des Indian Agents, mais des agents d'assimilation. Hein. Pour eux, comme pour beaucoup de gens, les bons sauvages sont les gens qui habitent sur des terres de façon permanente, qui font l'agriculture, qu'ils ne bougent plus comme ils bougeaient pendant des millénaires, qu'ils ne font plus la chasse de cette façon, qu'ils vont envoyer leurs enfants à l'école catholique, qu'ils vont participer aux cérémonies. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi de l'œuvre des prêtres qui n'est pas à oublier, je dirais,
dans cette présentation. On pense que ces sacs richement brodés sont l'œuvre de Molly Muse. À l'heure actuelle, ils sont en la possession d'un collectionneur au Vermont, aux États-Unis, qui vend sur le web des produits amérindiens historiques, patrimoniaux, qu'il collectionne pour les vendre après. Selon lui, à l'intérieur de l'un de ces sacs, il a retrouvé une note disant que, en anglais, que c'était Molly Muse, l'épouse du governor of the Micmacs de cette région-là, qui aurait fait ça. Governor, c'est aussi l'un des types de chefs que les Amérindiens avaient pendant un bon bout de temps au 19e. Dans la première partie du 19e, on retrouve surtout chez les Mi'kmaq du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ce titre de Governor pour désigner l'un des responsables du groupement dans la correspondance entre Halifax et les différents groupes amérindiens. N'oubliez pas qu'après 1867, lorsque la Fédération canadienne naît, la responsabilité des Amérindiens tombe du côté fédéral, responsable de la toujours décriée loi sur les Indiens, qui encore aujourd'hui est une loi qui a été votée, je pense, dans les années 1870 et qui dicte encore beaucoup la réglementation, les lois, le quotidien de vie à l'intérieur de ce qu'on appelle, et j'aime pas le mot, réserve. Quand j'étais jeune, comme beaucoup de gens, même à un âge assez avancé, je dois avouer que même si je suis de Tracadie dans la péninsule et qu'on a une communauté Mi'kmaq à 20 minutes de chez nous, la première fois que j'y ai mis les pieds, j'avais 33 ans, j'étais dans ma voiture et j'avais peur parce que j'ai grandi, comme beaucoup de gens, dans un environnement raciste et on était très raciste à la Polyvalente, à l'endroit des sauvages. On n'allait pas à Burn Church parce qu'on ne voulait pas se faire tirer des roches, on ne voulait pas être attaqué et on considérait, comme nos enseignants, que c'était des gens de deuxième classe qui passaient leur temps à boire, qui ne payaient pas d'impôts, qui recevaient beaucoup de choses du fédéral et qui faisaient rien. C'est que très tard que j'ai découvert, comme plein d'autres gens, que le travail très précis des femmes amérindiennes, entre autres choses dans les cultures, pour produire des vêtements très richement brodés, à l'époque où les Acadiens, pour X nombre de raisons, ne produisaient pas ce type de vêtements aussi détaillés, et quelque chose, et dans des musées, on voit des objets qui sont de toute beauté. Ceci, c'est une veste traditionnelle d'un chef amérindien qu'une femme dans la région de la Miramichi a produite pour offrir à un officier britannique comme cadeau d'amitié. Longue histoire. Elle s'est retrouvée aux États-Unis. Elle est finalement aboutie dans une des collections du gouvernement fédéral à Ottawa. On a différents objets ou différentes habits comme ça dans le musée acadien de Pobnico en Nouvelle-Écosse. A un superbe éventail pour femmes très, très, très détaillé et qui était fait par des Amérindiennes et qui échangeaient. Souvent, on a l'impression que la production matérielle des Amérindiens sur des siècles se résumait aux paniers, les paniers d'osier, qui sont aussi très beaux, qui sont aussi très différents. J'en suis pas un spécialiste, mais les spécialistes peuvent identifier la région, le type, mais ça dépassait aussi les paniers en termes de dimension, je dirais, culturelle ou patrimoniale. Les nombreuses représentations, justement, où on voit les femmes toujours avec ces bonnets. Avant, les photos, c'était des Amérindiens dans des camps en mouvement avec les wigwams, donc des gens qui ne vivaient pas de façon permanente. C'est une très jolie aquarelle qui est à Fredericton, dans la maison du lieutenant-gouverneur, qui représente un 1er de l'an, un 1er janvier, dans les années 1840, je pense. Le lieutenant-gouverneur, même aujourd'hui, ou la lieutenant-gouverneur, comme représentant de la couronne, a un rôle spécial. Quand
le gouverneur général Johnston était en poste et qu'il y avait des négociations entre le gouvernement fédéral et les Amérindiens, de nombreux leaders amérindiens voulaient avoir présent aux rencontres symboliquement le gouverneur général parce que leur relation est toujours en anglais, ce sont souvent vus comme des wards of the crown, donc ils sont directement associés à la couronne. Les traités étaient faits entre la reine Victoria, par exemple, et les représentants de plusieurs nations amérindiennes. Cette dimension-là avec la couronne est restée très présente. Le lieutenant-gouverneur recevait donc les Amérindiens au premier de l'an. On ne sait pas si ce sont des Mi'kmaq ou des Wolastoyiks. Les Wolastoyiks étant cousins, si vous voulez, mais différents des Mi'kmaq de par leur langue, qui n'est pas la même, et qu'ils habitaient traditionnellement. Ils sont toujours présents, par exemple, dans la région du Madawaska. Ils sont en fait voisins du campus d'Edmundston. Puis si on adopte un autre discours, comme j'ai essayé de le faire au début de ma présentation, ils ne sont pas seulement voisins du campus d'Edmundston, disons que c'était en quelque part leur terre. Comme était l'ensemble, bien sûr, de notre territoire. On s'est moqué de moi lorsque j'ai utilisé ça déjà dans le journal, en disant tout le monde sait ça, mais entre le savoir et faire, comme on dirait en Acadie, faire quelque chose pour ou là-dessus, c'est autre chose. Je vais finir mon éditorial là pour l'instant. Une représentation d'une Amérindienne également, avec avant la photo, et ensuite après, les photographes qui ont commencé à s'intéresser à l'exotisme des Amérindiens. Celle-ci, elle est de la région de Burnshire, je la trouve très belle également, mais qu'on leur demandait toujours de se vêtir en habit traditionnel, ce qui n'aurait pas été l'habit quotidien, et souvent demandé aux femmes de le faire. Une mise en scène en Nouvelle-Écosse, un Amérindien qui, dans l'imaginaire, utilise son arc et sa flèche. L'arc n'est plus utilisé dans les Amérindiens des Maritimes depuis le début du 17e siècle, où très rapidement ils adoptent les fusils. C'est une photo prise, donc si on ne le sait pas, on pense qu'il va à la chasse avec son arc et sa flèche, mais c'est encore une fois la mise en scène, comme dans d'autres cultures, va hypothéquer beaucoup la vision de la majorité et penser justement qu'ils sont toujours le bon sauvage, des primitifs, des gens dont la vie a relativement peu changé et qui ont été malgré eux parqués en quelque part, mais qu'ils vivent toujours de façon très traditionnelle. Dans ce cas-ci, par exemple, ce n'est pas le cas. Comme je vous dis, c'est une mise en scène. Une autre mise en scène qui est très populaire maintenant, les chefs Mi'kmaq ne portaient jamais de bonnet de plumes. Le grand bonnet de plumes, ce sont les Amérindiens des plaines. C'est les films de Hollywood. Mais aujourd'hui, l'artiste Donald Megra de la région de Pokemouche a fait un livre sur les chefs Mi'kmaq. Ils sont presque tous ornés, ils portent presque tous des bonnets comme ça. On a commencé à leur demander ça. Ceci, c'est un guide Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. À partir du début du 20e siècle, les guides amérindiens existaient toujours aux maritimes depuis le 18e, la chasse, la pêche, encore aujourd'hui, la chasse à l'ours, la pêche au saumon. Ils étaient connus, on revenait chaque année pour embaucher le même guide. On a commencé à leur demander de se vêtir de cette façon-là. Faisait plus exotique, hein? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas aux maritimes pour attirer, comme on dit communément, le tourisme. Donc, les Amérindiens ont été aussi victimes en quelque part de ces démarches, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les powwows que l'on voit, on voit beaucoup cette dimension, mais c'est beaucoup des traditions qui sont venues des groupes de l'Ouest, autant des États-Unis, d'où le mouvement des powwows a commencé, et qu'il a commencé dans des cultures amérindiennes qui avaient plus récemment eu des contacts avec les Blancs. Faut-il souligner, comme le souligne c'est important de le dire, je crois, comme le dit souvent mon collègue Bill Parenteau, qui est professeur d'histoire à UNB, les Mi'kmaq sont probablement au Canada le groupe amérindien qui lutte
pour son identité, pour ses terres et sa culture le plus longtemps, ayant été les premiers à avoir un contact avec les Blancs depuis le 16e siècle au moins, parce qu'on retourne à ce qui est documenté, et qu'ils sont toujours à demander des choses qu'ils ont commencé graduellement à perdre à partir de ce contact-là. Si on parle de résilience du côté acadien, on dit c'est à peu près 3 siècles. Dans leur cas, c'est quand même beaucoup plus prononcé. Il y a un beau livre qui a été fait, que j'ai transporté de chez moi. Dieu merci que j'ai quelque chose, puis je l'ai laissé dans mon bureau, comme mon habitude, où on retrouve toute une série très bien expliquée de l'évolution de la présence des photographes et des peintres, à la fois aussi des peintres Mi'kmaq, les premiers photographes Mi'kmaq, comment ils ont représenté leur culture, comment ils ont représenté les cérémonies traditionnelles, comment par exemple la fête de la Sainte-Anne au mois de juillet a été très rapidement adoptée comme la date de l'année où on se rencontrait. Pour la plus importante rencontre, on célébrait, et aussi c'est là où on élisait les grands chefs des différents districts, ce qu'on fait encore pour l'élection des chefs. C'est Molly Muse qui a aussi été choisi pour orner, si vous voulez, la page couverture de l'ouvrage. On marque l'une des choses qu'elle a beaucoup marquées aussi durant sa vie probablement, c'est qu'à sa mort, probablement vers la fin du 19e, les Blancs du village voisin lui ont érigé un monument funéraire pour souligner leur appréciation. Elle était fort probablement donc quelqu'un qui avait des contacts réguliers avec la population blanche. Ce ne serait pas surprenant non plus, comme beaucoup d'anciennes, elder en anglais, grand-mère dans son cas, qu'elle ait été quelqu'un reconnu pour sa sagesse, pour ses expériences de vie, et probablement aussi pour sa connaissance de plantes médicinales, ce qui était dans la tradition. Certains Acadiens ont pris de cette dimension. Certains Acadiens ont gardé dans leur famille des recettes médicinales. Ma grand-mère paternelle me montrait, quand j'ai commencé l'université, pour se débarrasser de rhume, comment on prenait ce qu'elle appelait de la tansée, ce qui est probablement un terme amérindien, ce qu'en réalité c'est les boutons d'or de l'automne, comment les faire sécher pour faire une espèce de concoction très chaude, et que ça fait, on reçut beaucoup, puis ensuite la sueur passe. Et elle me disait, tu sais Maurice aussi, quand on avait une situation dont on voulait se débarrasser, c'est-à-dire un avortement, que les femmes faisaient encore beaucoup plus fort pour se débarrasser du fœtus dans les premiers mois de la grossesse. Donc, beaucoup d'éléments qui sont venus. Donc, elle avait peut-être aussi cette dimension-là. C'est assez particulier parce qu'on est au 19e siècle. On est en 2018 aujourd'hui. On n'a pas suffisamment honte au Canada, probablement, avec tout ce qui se passe au sujet des femmes amérindiennes. Le procès en Saskatchewan nous a démontré aussi que notre justice a peut-être besoin d'être un peu... en tout cas, on peut beaucoup plus faire qu'y penser, mais qu'on fasse ça aussi, il y avait quelque chose que j'essaie d'explorer comme un sujet parallèle de recherche dans les journaux de l'époque. J'ai essayé de voir dans les différentes publications. On a fait un très bel ouvrage sur la communauté Mi'kmaq de Bear River, mais on ne parle pas d'elle nécessairement, mais voir aussi dans les journaux. Il y avait beaucoup plus de journaux à l'époque, surtout dans les communautés anglophones, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais terminer la présentation sur peut-être juste des réflexions personnelles. On parle beaucoup de réconciliation au Canada. J'entendais encore notre premier ministre en parler ce matin, premier ministre Trudeau. Du côté acadien, comme je le disais, on a souvent parlé de la grande amitié. On invite les Amérindiens à l'ouverture des congrès mondiaux pour faire la prière aux 4 points cardinaux. Puis ensuite, pendant les 2-3 semaines du congrès mondial, pouf, comme la fumée qui est présente lors de la cérémonie, on ne les voit plus. On a fait la même chose aux grands états généraux sur la culture en Acadie à Caraquet il y a quelques années. On avait à la cérémonie d'ouverture les Amérindiens qui étaient présents là, comme presque
des visiteurs exotiques, et ensuite on les a plus vus non plus. Donc, on fait beaucoup ça en quelque part. C'est très, je pense qu'il faut de loin dépasser ce type de comportement parce qu'il est toujours, je dis toujours, moi, qu'est-ce qu'on penserait si on disait on va aller chercher des prêtres catholiques pour commencer un colloque. Ils ont des habits, wow, puis ils vont arriver avec de l'encens, puis des cierges, ça va durer une couple de minutes, mais ça va être cool, c'est tout un spectacle, puis ensuite on passe à autre chose. Hein? On se scandalise, en tout cas, c'est bon, pas. Enfin, c'est pas tout à fait cette dimension. Beaucoup de choses à faire. Les anglophones, bien sûr, parce que la langue était commune, ont toute une longueur d'avance. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, dans les écoles publiques anglophones, depuis 1995, ils ont ce livre sur les Malécites et les Micmacs pour les First Nation Studies ou les Native Studies, qui est vraiment très détaillé. Beaucoup de matériel pédagogique, beaucoup de films, un choix également, comme en Nouvelle-Écosse, où on peut prendre en 12e année, je crois, soit un cours sur les études acadiennes, un cours sur les études celtiques ou un cours sur les études amérindiennes. On y travaille, par exemple. Au Nouveau-Brunswick, l'une des premières, je pense, à avoir fait des pas concrets, c'est Marguerite Maillet dans la collection chez Bouton d'Or d'Acadie. Ça continue maintenant dans la collection Wabanaki. Elle a été la première au Canada à penser à faire des histoires pour enfants en français, en anglais et en langue amérindienne, et qui est devenu un modèle pour d'autres maisons d'édition. J'en parlais récemment avec quelqu'un qui s'y connaît bien, et il y en a plusieurs qui ont été faits. Celle-ci, c'est avec les œuvres de Raymond Martin. En plus, c'est richement illustré. C'est un très bel exemple où les gens peuvent apprendre et voir qu'il y a d'autres façons, non seulement avec d'autres langues, mais on a aussi la langue, dans ce cas ici, la langue Micmac, qui n'a pas toujours la même typologie nécessairement que la dimension française ou anglaise. Et on a, je dirais aussi, une dimension peut-être moi je pense qu'il faut complètement remettre en question cette histoire des bonnes relations, parce qu'en quelque part, c'est pas vrai. Nous sommes présentement, historiquement, puis ça depuis pas tellement longtemps, sur des terres, dans ce cas ici, du côté de la côte acadienne, sur les terres amérindiennes, Mi'kmaq. Dans la péninsule acadienne, par exemple, quand les Acadiens réfugiés du Grand Dérangement et d'autres commencent à s'installer sur la côte, les Amérindiens n'étaient pas très présents nécessairement de façon permanente sur les côtes. Mais la deuxième et la troisième génération d'Acadiens et d'Acadiennes, lorsqu'ils commencent à entrer dans les terres, ben, c'est pas juste du bois qu'ils vont voir dans les terres. Il y a déjà des villages acadiens qui sont présents. Les Amérindiens ont comme Amérindiens présents. Certains ont commencé à construire des habitations comme les Blancs, c'est-à-dire des maisons. Ils ont gardé l'habitude d'aller à la chasse pendant plusieurs mois. Mais pendant qu'ils sont à la chasse pendant plusieurs mois, il y a des Blancs qui arrivent et qui prennent la maison, elle est là. Et dans la mentalité qu'on a encore aujourd'hui, si tu n'occupes pas ta terre, si tu ne la développes pas pour X nombre d'années, en quelque part, tu ne l'es pas, tu n'es plus propriétaire, il faut que tu la fasses profiter. On voit toujours les Amérindiens comme étant presque des squatters sur leur propre terre. Les communautés, merci beaucoup d'être venus, bye bye. Les communautés ont été diminuées énormément. Les prix qu'on leur a donnés pour ces terres-là étaient très inférieurs par rapport à la demande du marché. Lisez Stubborn Resistance, qui est un historique récent du 19e et du 20e siècle de la résistance des Malécites et des Micmacs du Nouveau-Brunswick pour conserver leurs terres. On voit apparaître ici des Indian Agents du 19e et du début du 20e qui sont des Acadiens, mais qu'on n'avait pas vu dans ce rôle-là. Je pense à un docteur, un médecin de Bouctouche. Il est connu pour autre chose, mais il était aussi Indian Agent. Et c'était tout un revenu également à l'époque. Il y a toutes des histoires d'Amérindiens qui ne veulent pas bouger de leurs terres. Ils sont expulsés. Les terres sont arrachées, finalement, confisquées. C'est le cas sur le bord de la Miramichi. Plus on développe l'industrie forestière, plus les entrepreneurs veulent, en anglais, des tracts, des grands, immenses
étendue de terre et ils veulent le développer. Ils veulent simplement pas s'établir sur la terre, mais d'avoir le droit de coupe. Droit de coupe, ça veut dire que les forêts diminuent, ça veut dire que la faune diminue, ça veut dire que la chasse va diminuer également, ça veut dire que le mode de vie traditionnel est en train de diminuer. Quand les Amérindiens faisaient traditionnellement la pêche, ils n'avaient pas le droit d'avoir de permis de pêche quand la pêche a commencé à être réglementée. Seuls avaient droit d'avoir les permis, les Blancs. Ça veut dire donc que sur leur terre, s'ils étaient attrapés à pêcher, ils faisaient du braconnage sur leur propre terre. Donc, c'est assez récent. Et le dernier règlement, selon ce livre de terres qui ont été confisqués, c'est dans la région de Miramichi à la fin des années 1970. J'étais à l'école quand même. Et ça, je me souviens rien de ça. Ça n'a pas fait de boom, ça n'a pas fait de... Et je pense que sans se frapper la poitrine avec des mea culpa à tous les jours, je ne pense pas que c'est ça la démarche, mais je pense qu'il y a une meilleure connaissance de l'histoire qui s'impose et ensuite partir de là pour aller rencontrer des gens. Mais on fait déjà du travail comme historien là-dessus. Il y a des études qui sont faites, mais du côté français, c'est pas énormément diffusé. Ça pourrait être très intéressant à notre université, par exemple, qu'on ait éventuellement une chaire d'études en études autochtones, par exemple. Étant donné qu'on est, dans notre discours, je le répète, le seul peuple qui n'a pas eu de problème avec les Amérindiens dans son histoire, à ce point-là qu'on n'a même pas besoin de les étudier, qu'on n'a même pas besoin d'écrire sur eux. Donc, ça pourrait être très intéressant. On a commencé, notre collègue Roger Leblanc, en kinésiologie, a commencé avec d'autres à faire un festival sur les relations entre Blancs, entre Acadiens, autres étudiants et Amérindiens, même si ce sont des anglophones, je veux dire, si on s'arrête là, on est vraiment en drôle de culture, là. Et je terminerai avec quelque chose, moi, qui m'a beaucoup blessé. Et je trouve que je ne peux pas comprendre pourquoi on est allé, je peux pas comprendre, mais il y a quelques années, l'une des grandes chercheurs malécites, Wolastoqiyik, Andrea Baird Nicholas, une historienne, entre autres, elle était titulaire d'une chaire d'études amérindiennes à l'Université St. Thomas de Fredericton pendant des années. Elle a énormément contribué à garder la langue malécite vivante dans les écoles de la région de Fredericton. Elle a beaucoup publié sur la question. Elle a commencé à écrire des textes d'opinion dans le Telegraph Journal, demandant à la province, en utilisant le cas des Acadiens, les Acadiens se sont battus pour leur langue, ils ont des droits maintenant, nous on veut la même chose, est-ce qu'on peut avoir la même chose? Le leadership acadien a été d'un silence mortel sur la question. Pour une fois, on aurait pu dire collectivement, si vous voulez notre aide, notre collaboration, on est là. On sait ce que c'est. Une partie de nos avocats ont passé leur carrière à demander de la protection linguistique au provincial et au fédéral. Rien. Et quand j'en parlais à des gens, même à plusieurs journalistes, ça ne nous regarde pas ça. Alors, je pense que les plus jeunes maintenant ont une autre opinion, une autre façon de regarder, sans être paternaliste. En quelque part, c'est le même, pour moi, je fais des équivalents pour le combat des femmes, le combat des d'autres. Si on ne s'associe pas à ce combat-là en disant aussi ça nous regarde, nous, comme Canadiens, Canadiennes, même juste être humain parce que c'est des voisins, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, on n'est pas mieux de... il faut dépasser, je pense, la parole. Il y a des projets intéressants maintenant qui sont en cours. À Fredericton, le ministère de l'Éducation, le côté francophone, a demandé à une enseignante de s'occuper principalement de l'introduction des informations autochtones aux primaires. J'ai été demandé par une enseignante aux primaires de la région de Bathurst. Elle va travailler sur les Mi'kmaq pendant une semaine avec ses élèves, d'être via Skype, intervenir avec eux, jaser un peu, pour éventuellement inviter un Amérindien dans la classe, même s'il parle anglais, puis il y aura de la traduction, pour qu'il puisse avoir un échange et que ça sorte juste de conversation polie, comme ça a souvent été le cas dans des salons et des choses du genre, mais de passer à une autre étape.
Je vous remercie énormément pour votre très patiente et clémente attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur le sujet. Je sais que ça commence à chauffer un peu. Là. On est presque dans un... je ne vous dirais pas qu'on est un souhait de l'âge, mais je vais le dire quand même. Là. Moi, déjà, je ne pourrais pas aller, je serais mort. J'entends des histoires, je ne pourrais pas survivre. Oui? Moi, je pense, de ce que j'ai lu sur lui, parce qu'il a parlé de son choix, c'est quand il a vu la représentation de Molly Muse et cette façon que le phérotype était tellement, ce visage-là, le regard, que c'était tellement précis que c'est venu le chercher par rapport aux nombreuses illustrations qu'on retrouve. Et c'est aussi quelqu'un dans sa réflexion qui disait, bon, si la réconciliation est l'un des grands sujets à l'ordre du jour aujourd'hui au Canada, essayons de choisir si on va faire une représentation d'une personne amérindienne, quelqu'un de la région, et Molly Muse est quelqu'un qui sort, comme je vous disais, très souvent lorsqu'on fait de la recherche sur ordinateur. Donc, c'est comme un hasard, si j'ai compris qu'il faisait ça. Et dans le développement, là, c'est plutôt de la liberté de création parce que la photo, elle tient un mouchoir dans la photo, dans le phérotype d'origine. Lui a fait autre chose. Le mystère de cette représentation murale est bien sûr, je le dirais très simplement, est-ce qu'il a manqué de peinture pour finir la partie en haut? On m'a posé cette question-là encore ce matin. Ou est-ce que c'est lui qui a fait ça comme ça? J'imagine que c'est son choix, mais c'est toujours la question, pourquoi c'est blanc? Oui. Oui, oui, parce qu'il était dans les airs assez longtemps, là. Ah, je connais des journalistes à Radio-Canada qui auront le sommeil moins léger. Comme ça sera une préoccupation de moins pour eux. Oui, 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 oui. On a plusieurs collègues, il y a quand même beaucoup plus de collègues maintenant dans d'autres disciplines qui font de la recherche et qui incluent les Amérindiens dans leur démarche, que ce soit en service social, dans les programmes de formation en santé. C'est beaucoup plus présent que ce l'était avant où c'était limité. Ma collègue Sylvia Kasparian, donne un cours, par exemple, sur les langues autochtones avec un accent placé sur les langues autochtones ici, dans notre région. Donc, mais traditionnellement, c'est beaucoup plus prononcé dans des universités anglophones qui ont des programmes de Native Studies depuis longtemps où c'est des mineurs. Fredericton, par exemple, à l'Université du Nouveau-Brunswick, ils ont un institut d'études Mi'kmaq et Malécite qui a la particularité, entre autres, d'être le foyer ou le centre de la formation des futurs enseignants amérindiens qui vont retourner dans les communautés pour enseigner non seulement le curriculum de la province, avec la particularité d'ajouter la dimension amérindienne. Alors qu'à l'Université St. Thomas à Fredericton, les gens qui travaillaient autour d'Andrea Bear Nicholas, c'était, je dirais, une formation beaucoup plus militante. Andrea Bear Nicholas, qui parle beaucoup plus que moi, a toujours eu cette réputation d'arriver dans des colloques et on disait est-ce qu'on l'invite ou est-ce qu'on l'invite pas parce que si on l'invitait pour le discours d'ouverture, la personne qui l'avait présenté avait beau lui présenter 5, 4, 3, 2, 1, 4, non, non, maintenant on parle et j'arrêterai quand j'arrêterai. Donc, mais c'est une façon intéressante également, une autre façon d'être plus actif dans la société.
il y avait comme une complémentarité dans une formation universitaire à Fredericton qu'on n'avait pas nécessairement ici, mais ça commence. Mais c'est un processus qui se veut aussi respectueux des deux sens. Donc, il y a, pour éviter des comportements qui seraient, je dirais pas déplacés, mais qu'on ne voudrait pas nécessairement faire, c'est un peu plus lent, mais c'est beaucoup plus positif que ce que moi je voyais il y a par exemple 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous aviez